Monsieur le ministre, je profite de votre visite pour vous parler d'un dossier que vous avez évoqué dans vos propos liminaires de Marseille en grand, puisque je crois que vous avez été un des initiateurs aussi de ce programme. Et donc, vous parlez donc du rapport de la Cour des comptes qui a été publié en 2024 et qui dit que simplement 1,3% des crédits ont été consommés, alors que 90% des mesures ont été engagées. Et en particulier d'un aspect spécifique de ce plan qui est très important pour la ville de Marseille. Donc, vous l'avez évoqué, vous allez construire, l'État va construire des écoles, l'éducation, le logement, les transports, et il n'y a rien de spécifique sur la revitalisation économique du centre-ville de Marseille. Et donc, faire le lien, donc, est-ce que vous prévoyez dans le cadre de Marseille en grand cet axe-là en lien avec un programme de politique publique qui a connu un certain succès et qui s'appelle Action Cœur de Ville pour les villes moyennes. Donc, c'était pour avoir votre sentiment sur ce sujet-là. Un autre point aussi, au fil de la discussion qui est venu, c'est sur les pouvoirs des maires en matière de police que vous avez évoqué également. Et donc, évoquer le décalage qui existe entre les pouvoirs réels du maire et sa qualité d'OPJ qui est dans la loi, et notamment au travers de sa responsabilité. Parce que s'il n'a pas de réel pouvoir d'enquête et de réel pouvoir d'officier de police judiciaire, en contrepartie, il a une vraie responsabilité pénale s'il est défaillant en matière d'infraction, notamment en matière de police administrative ou de connaissance d'infraction en matière judiciaire. Donc, ça fait partie des injonctions contradictoires qui agacent profondément les élus et sur lequel, me semble-t-il, vous avez parlé du Beauvais de la sécurité, il y a un vrai travail à faire, notamment avec la police municipale. Si vous permettez, j'ai également, au fil de la conversation, noté, vous l'avez évoqué là dans les éléments de réponse sur la question précédente, ministre de la décentralisation, mais en réalité, ce qui se passe dans les territoires, c'est qu'on a un pouvoir de pouvoir déconcentré, en fait, sur lequel, vous l'avez vous-même indiqué, aujourd'hui, le gouvernement et encore moins le Parlement n'a de contrôle sur ces services de l'État, sans parler des agences, ces services de l'État qui ont des doctrines différentes d'un territoire à l'autre, d'une commune à l'autre, d'un département à l'autre. On parle des ARS, alors l'ARS c'est une agence, mais on parle de la DREAL, de la DDT, etc. Et donc ça, c'est un vrai problème parce que les frontières administratives sur les territoires et entre les élus n'existent pas. Et quand il y a un problème d'un côté du département, parfois il y a quelques kilomètres avec le même problème de l'autre, dans un autre département, avec des doctrines qui s'appliquent et qui sont inéquitables juridiquement. Et enfin, je souhaitais aussi rebondir aussi sur, donc, qu'est-ce que vous pensez en fait? Alors, vous avez indiqué tout à l'heure qu'il n'y aurait pas de grande réforme sur la décentralisation, en tout cas que les éléments, en tout cas le contexte législatif ne le permettait pas. Par contre, une réforme de la fiscalité, donc vous l'avez évoqué pour l'inégalité qui repose aujourd'hui sur les services publics communaux qui reposent aujourd'hui sur les propriétaires fonciers, mais sur aussi la disparition de la fiscalité dynamique du département qui a quasiment disparu, sauf les DMTO, qui est une part très faible, parce qu'il faut dire que les communes touristiques récupèrent directement, donc celles qui ont le plus de DMTO les récupèrent directement pour la plupart du temps. Et donc, alors que les départements ont des vraies compétences de proximité dans les zones rurales. J'en termine, notamment avec les routes, les collèges, les pompiers. Et donc, ce problème de fiscalité dynamique des départements, au-delà des problèmes financiers, est une vraie réalité sur les territoires ruraux. Je vous remercie.